Depose madamuno. La J. Oh. La J. Oh. Depose madamuno. La J. Depose la J. C'est la femme 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 Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Les Audacieux sur Kaina Radio Média Web. Le rendez-vous donc des personnes qui osent. Alors aujourd'hui, j'ai un invité spécial, il se prénomme Richard Osoma Lemois. Avant tout, je vais vous demander de partager, nous sommes en direct donc de 14h à 15h. N'hésitez pas à partager donc l'émission. Si vous avez des questions justement à poser à notre invité, vous contactez le 09 54 00 75 29. Alors, notre invité du jour, il se prénomme, comme je l'ai dit, Richard Osoma Lemois. Il est écrivain, humaniste et juriste. Alors, monsieur Richard Osoma Lemois, bienvenue sur Kaina Radio Média Web, dans mon émission Les Audacieux. Merci. Merci déjà pour la disponibilité. Alors, on va parler de Richard sur différents volets. Donc, Richard est une personne très engagée. Il y a le volet donc écrivain. On va parler également de Richard Osoma Lemois en tant qu'humaniste et également en tant qu'auteur engagé. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier nos sponsors officiels, donc l'association La Grande Vigie, Sowerprod et AGS, qui sont nos partenaires toujours fidèles pour nos émissions sur Kaina Radio. Alors, Richard Osoma Lemois, bienvenue à notre émission. Je vais déjà vous présenter de manière vraiment très brève. C'est surtout vous qui allez parler justement de vos activités, parce que vous avez plusieurs activités à votre arc. Alors, vous êtes juriste de profession, on va dire. Vous avez fait des études en droit international public et droit humanitaire. Richard est originaire du Congo-Brazzaville. Et vous vous intéressez, vous avez vraiment des valeurs fondamentales au niveau de la famille, l'évolution des sociétés. Vous avez également un parcours un petit peu politique, vous êtes un petit peu engagé sur le plan politique. On ne va pas débattre de la politique aujourd'hui, mais ça vous a permis aussi d'évoluer au sein de vos activités. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et de bandes dessinées également. Donc, et il y a une cause que vous défendez corps et âme. C'est la lutte contre la drépanocytose auprès des personnes précaires en Afrique centrale, notamment en République démocratique du Congo, Congo également Brazzaville, Guinée-Conakry, le Tchad, enfin toutes les zones justement où sont, on va dire, impactées la drépanocytose au Burkina Faso. Et vous luttez également en faveur de l'autonomisation des femmes, la promotion des droits des femmes, principalement au Congo-Brazzaville. Je sais que ça, cette cause, vous la défendez corps et âme. C'est vraiment une cause qui vous est très, 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 très chère. Elle est même dans vos tripes. Donc, monsieur Richard Osoma Lemois, on va démarrer notre émission. Alors, on va commencer par le volet écrivain. Vous avez écrit... Alors, d'où vous est venue déjà cette envie d'écrire? Comment on passe de juriste à écrivain? Et surtout, j'ai oublié de le préciser aux auditeurs, à la base, vous avez fait l'école de théologie, vous deviez devenir prêtre. Oui. On peut le dire à l'émission, je pense que c'est important de le dire. Vous deviez devenir prêtre et finalement, vous avez été jusqu'au bout, jusqu'au moment où votre maman vous a dit non, j'ai besoin de petits-enfants. Oui, c'est bien exactement. Ça. Donc racontez un petit peu nous le rapport que vous avez justement avec, avec la religion, enfin le christianisme et ensuite votre parcours. Et donc le Congo-Brazzaville, c'est un pays chrétien, même si c'est un pays laïque, mais l'influence catholique est très très forte. Et donc j'ai baigné dans l'enseignement chrétien catholique. Et j'étais au séminaire et la plupart même de mes aînés qui étaient avec moi à l'église, ils sont encore en vie. Et le premier, il est évêque. Au Congo-Brazzaville, il est devenu évêque, Monseigneur Ngatsongo, à qui je rends hommage. Et mes supérieurs directs, ils sont prêtres. Un a été nommé par le pape François, chef des spiritains
à Rome. Donc, pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique, dans la congrégation des Spiritains, le responsable, c'est un noir. Et c'est le père Alain Mayama. C'est lui qui m'a formé aussi. Jusqu'au moment où il partait au séminaire pour son sacerdoce. Et moi, je prenais la responsabilité du groupe des enfants de cœur à Brazzaville, à Talangaï. Et à partir de ce moment-là, ma maman a eu peur. Parce que celui qui me formait, le voilà parti pour devenir prêtre, chasteté, toutes les privations que cela comporte. Et moi, je venais d'avoir ma licence de droit. Donc, ma maman me voyait déjà avocat ou magistrat ou procureur ou quelqu'un qui aurait un bon salaire, quoi, parce que c'est quand même des métiers très prisés et qui sont bien rémunérés. Et alors, elle a dit stop. Et moi, je commençais à être grand clerc. C'est la dernière étape avant d'entrer au séminaire. Et c'est là qu'elle est venue. À la fin de la cérémonie, pendant que nous avons prêté serment, elle est venue m'arracher par le bras au moment de l'apéritif pour dire « je veux des petits-enfants ». Et après, donc, je suis retourné à l'université. J'ai fait 2 ans quand même de formation de prêtre. Je commençais à baptiser les gens. J'avais l'écharpe des diacres, l'écharpe verte qu'on met par ici. Et après, j'ai continué dans ma formation universitaire pour faire droit. C'est là où j'ai commencé avec le droit public. Et en 91, le droit environnemental et le droit humanitaire commençaient à prendre de l'ampleur avec la guerre de Kosovo. Et c'est Bernard Kouchner, ministre de la Santé, qui a inventé le droit humanitaire pour s'ingérer dans des pays qui ont des conflits pour pouvoir aider les populations. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à Gaza, le couloir humanitaire qu'on réclame. C'est une invention française. Et c'est nous les premiers étudiants qui avons porté ces idées-là à travers nos recherches, à travers nos travaux. Et je l'ai commencé à Brazzaville. Je l'ai poursuivi ici, en France, ici à Lyon, et puis à Strasbourg, pendant que l'Union européenne était en gestation. D'accord, donc vous démarrez donc, au Congo-Brazzaville, ensuite vous venez en France, donc Lyon, et ensuite Strasbourg pour la formation en droit international et droit humanitaire. Alors ensuite, vous vous êtes donné à l'écriture. Vous avez toujours aimé écrire ou il y a eu un déclic à un moment donné quand j'étais au collège, je faisais des bandes dessinées déjà. Parce qu'à l'école, il y a des ateliers, on apprend à faire des dessins, etc. Je commençais à faire beaucoup de bandes dessinées, beaucoup d'images, etc. Et quand j'ai eu ma maîtrise de droit, j'ai rédigé ma pièce de théâtre, ma première pièce de théâtre. Le manuscrit n'a pas été publié parce que la maison d'édition avait pris feu. Pas pris feu, mais ça a été incendié pendant la guerre civile au Congo. Donc pendant la guerre civile congolaise de 1997, et il y a eu beaucoup de destruction au Congo et c'est là où la maison d'édition a été incendiée parce qu'évidemment le patron de la maison d'édition était un homme politique, comme c'était un conflit provoqué par les acteurs politiques, donc du coup il y a eu des dégâts comme ça. Après, c'est là où mon ambition, mon goût envers la plume a commencé. Et puis après, j'ai fait beaucoup d'études de lettres. J'ai fait beaucoup d'études de lettres. Surtout en français, les figures de style, la litote, etc. Et donc j'ai baigné dans ça toute mon enfance. Et même dans mes discours, mes travaux dirigés. J'ai fait aussi beaucoup d'études en philosophie. Parce que quand je faisais mon bac, l'un de mes professeurs m'a obligé de faire philosophie à l'université. Et je remplissais ce qu'on appelle aujourd'hui Parcoursup. Le Parcoursup. Donc quand je remplissais mon parcours pour aller à l'université, quelle matière choisir? Lui, il a mis philosophie. On avait 3 options. Il a marqué les 3. Moi, j'ai assuré la 3e option et j'ai marqué droit. Et après, quand j'ai été envoyé orienté à la faculté de droit, il était dessus. Donc je faisais beaucoup de philosophie. Donc du coup, j'avais déjà l'esprit suffisamment éclairé et puis l'envie de servir les autres que j'ai apprise par ma formation chrétienne à l'église. Cette envie-là, plus la philosophie, c'est-à-dire tout ce qui est humaniste. J'ai été influencé par les Lumières, j'ai été influencé par les encyclopédistes, Montesquieu, Diderot, ceux qui ont fait l'encyclopédie. J'ai été influencé par le cardinal Richelieu. C'est lui qui a fait l'Académie française, dont le bâtiment est au Pont des Arts, l'Institut de France. C'est le cardinal Richelieu qui l'avait dit, qui l'avait fait, poussé par le roi François Ier, qui a exigé à ce que la langue officielle en France soit le français. Donc voilà ma source d'inspiration en littérature. Ça vient de loin, ça vient de là. En tout cas, c'est une très belle inspiration et c'est vrai quand on associe
la philosophie avec l'écriture et surtout le côté humanitaire. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui vous êtes très engagé au niveau humanitaire. Vous êtes un homme, je pense, de nature engagé, bienveillant. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, qui doivent apprendre justement à vous découvrir, je sais que vous avez mis en place aussi, au-delà de votre amour pour les livres, l'écriture, je sais que vous avez un projet aussi d'ouvrir votre propre librairie en plein cœur de Paris. C'est important de le dire. Alors, comment on arrive? Là, vous y êtes déjà, le projet est déjà il est suffisamment concrétisé, abouti. il est suffisamment avancé. Les statuts sont là, les statuts ont été déjà rédigés, notifiés par le notaire. Le siège, ma librairie, c'est la librairie Larol. Larol, c'est son abrégé, ça veut dire librairie auteur Richard Ossomalémois. Larol. D'accord. Et cette librairie a une spécialité, la littérature africaine de la nouvelle génération orientée vers le développement. Donc les auteurs qui seront mis en promotion dans ma librairie, les livres que je vais vendre, c'est tous les livres de recherche, des romans passionnants, mais qui racontent l'Africain mondialisé. Parce que l'Africain d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Africain des années 50, 70. C'est un Africain qui a son origine. Il est né du Bénin, du Congo, de RDC, de partout. Mais il ne vit plus au Bénin, il vit dans un environnement où il y a l'autre. Qui est l'autre? L'autre, c'est l'Africain qui est au Canada. L'autre, c'est l'Africain qui est aux Antilles. L'autre, c'est l'Africain qui est au Maroc. Donc, il y a ce désir-là d'être meilleur. D'accord. Et maintenant, sauf que les sociétés africaines ne rendent pas les Africains meilleurs, pour tout un tas de raisons. D'accord? Il y a un problème de vulgarisation des talents, il y a un problème de redistribution, il y a un problème d'assistance aux plus démunis. Il y a tout un tas de problèmes. Mais ma librairie vendra les livres des auteurs qui, par leurs écrits, promeut cette nouvelle génération, parce que c'est cette génération qui va sauver l'Afrique dans le défi du développement. Parce que le développement aujourd'hui, le problème de développement aujourd'hui en Afrique ne doit plus être abordé par rapport aux années 60, 70. Parce qu'à l'époque, il n'y avait ni Internet, ni la technologie, ni les avancées, etc., etc. Donc voilà ce que je promeux. Donc les anciens auteurs, bien sûr, c'est des classiques. Ouais. Je ne les vendrai pas dans ma librairie. D'accord, ça c'est au moins... Autre chose aussi, c'est en rapport avec mon engagement d'auteur humaniste, je vendrai des livres du développement personnel rédigés par des femmes. Exemple, il y a des femmes qui sont journalistes et qui ont écrit leur parcours. Exact. Il y a des femmes qui arrivent à créer une société de cosmétiques. Elles racontent leur parcours. Tout ça, ce sont des acteurs de développement qui encouragent, qui éveillent des vocations chez les nouvelles générations qui veulent être utiles à leur pays. Et enfin, je vendrai aussi les dictionnaires, car c'est la base. Oui. La langue, l'expression française, on doit toujours la préserver parce qu'il y a quand même plus de 2 millions de personnes qui parlent français en Afrique et ailleurs. Alors, au niveau des livres que vous allez mettre à disposition dans votre librairie par rapport aux livres qui seront dans le cadre du développement personnel, les auteurs, elles doivent être africaines également. Non, qu'importe. Non, voilà, c'est des livres. Préciser quand même. Oui, parce que la littérature n'est pas discriminatoire par nature. Donc, il y a des livres des auteurs africains d'expression française. D'accord. Et puis, il y a aussi des auteurs francophones. Il peut être canadien, il peut être français, il peut être chinois, mais qui rentrent dans ma ligne éditoriale. D'accord, il faut qu'ils aient en tout cas, chacun et chacune, cette âme et cette fibre africaine dans le cadre du développement, que ce soit le développement personnel. Et parce que j'ai fait juste d'un mot, j'ai fait des recherches, des études de terrain pour voir est-ce que c'est utile, est-ce que, etc., l'impact économique, tout ça. Évidemment, il y a ce désir du livre africain aujourd'hui. Parce que quand on cherche un livre africain, on a tendance à lire que des légendes du passé. Voilà. Et on a 2 librairies en France. Je ne vais pas citer de nom pour des raisons de publicité. Oui. Et là, ça sera dans une nouveauté qui exprime ce désir d'Afrique, ce désir panafricain, mais comprendre l'Afrique dans son besoin de développement. L'Afrique a un besoin, il exprime ce besoin-là. Mais il n'y a pas de livre qui le traduisent. Il n'y a pas de librairie qui vendent cela. Et moi, je serai spécialisé en la matière. Donc la librairie sera inaugurée à partir de d'ici la fin de l'année. Nous envisageons cet été, comme la capitale sera beaucoup plus occupée par les JO. Donc pendant que les regards sont occupés par les JO, nous on va accélérer les travaux pour ouvrir ça cet été. Mais sinon, en tout cas, après à la rentrée, ça sera l'ouverture de la nouvelle saison littéraire qui commencera avec la librairie.
D'accord. Alors aujourd'hui, comment vous faites? Parce que ça prend beaucoup de temps, l'écriture. Vous êtes également juriste. Comment vous organisez votre temps? Vous êtes papa également. Vous avez des enfants jeunes, on va dire. Comment vous arrivez à vous organiser en termes de temps? Bon, l'écriture, c'est un don. Exact. Voilà. On n'est pas écrivain. C'est des choses qu'on acquiert, ou c'est des qualités qu'on avait et qui apparaissent au bout d'un moment de la vie. Et après, ce n'est pas tous les jours qu'on écrit. Et donc, on écrit en fonction de l'inspiration. Et mes livres que j'écris 3 types de livres. Les romans. Les romans, c'est la fiction. On fait évader à travers une histoire inspirée, mais souvent qui part des faits réels. Tout comme aussi des utopies, parce que le roman raconte des utopies. Parce que l'être humain a besoin de l'espérance, a besoin de croire à quelque chose, même qui n'existe pas, mais qui lui donne les moyens de tenir. C'est pour ça qu'on écrit des romans. J'écris aussi, et dans mes romans, à part la fiction, il y a aussi ce qu'on appelle des romans témoignages. Ce sont des expériences des uns et des autres qui ont bouleversé leur vie, mais qui, à certains égards, peuvent nous impacter à travers le titre, à travers le paragraphe, à travers même un petit chapitre. Donc, ce livre de témoignage, c'est très bien parce que souvent, les gens ne parlent pas de leur mal-être ou de leur bien-être. Donc, les livres, les romans témoignages racontent soit le mal-être de quelqu'un qui a bouleversé sa vie, mais au bout de compte, il a trouvé de l'espérance et que la personne souhaite partager ce témoignage-là. Après, il y a aussi les bien-être, des récits épiques, par exemple. Dans mes romans, il y a aussi mes autobiographies, qui sont 3. Le jour où je me suis marié, ouais, c'est un bonheur qu'on a partagé. Ce roman, ça s'appelle « Franchir le pas ». D'accord. J'ai franchi le pas pour me marier. Exact, et oui. C'était il y a plus de 10 ans que je me suis marié, voilà, en 2013. D'accord. Mon premier roman, c'était ma rencontre avec l'autre jusqu'à ce qu'on se marie. Jusqu'au mariage. Donc, jusqu'à ce qu'on a franchi le pas. Exact. Parce que le mariage, c'est l'émancipation de la personne. C'est un cadeau merveilleux. Donc, voilà des témoignages heureux, un bien-être que j'ai voulu partager. Après, il y a aussi un mal-être que j'ai partagé dans mon livre, à petit feu. C'est-à-dire le racisme que je vis ou que j'ai vécu dans ma propre famille. Ça existe Voilà. aussi. Et là, c'est très dur, c'est encore très dur. Parce que ceux qui ne peuvent parler du racisme à juste titre que ceux qui en ont vécu la violence. Voilà un peu ces mal-être qu'on partage dans mes livres. Après, j'écris, troisième catégorie, j'écris des essais. Les essais, ce sont des livres de recherche. D'accord. Grâce à mon parcours universitaire, l'étude des lois, à travers, par exemple, l'abolition de la polygamie. Oui. Au Congo, c'est un livre que j'ai écrit en 3 volumes. Et donc, tout ça, c'est que des textes de loi à l'intérieur. C'est la recherche universitaire appliquée à la République du Congo et à la République démocratique du Congo. Mais dans le cadre de mon engagement d'écrivain, c'est-à-dire l'Africain mondialisé. Les traditions africaines, la polygamie, c'est bien, c'est notre identité, mais en même temps, ça empêche à la femme de se développer. Alors que la femme, c'est l'élément du progrès. Exact. Donc, le pays perd en capital humain féminin. C'est très paradoxal. Voilà. C'est vrai que le sujet de la polygamie, le thème de la polygamie... Et après, j'écris aussi des théâtres, parce que le théâtre, c'est une leçon de vie. Le théâtre, ce n'est pas un livre qu'on lit. Le théâtre, on le joue, on le compte. Vous avez joué au théâtre? Vous avez déjà joué des pièces? Quand j'étais au lycée. Au lycée, d'accord. Et donc, là, le théâtre donne toujours une leçon. Parce qu'on ne le lit pas. On le dit, on le parle. Bah, c'est vrai que le théâtre, c'est un très bon exercice pour la mise en scène parce que ça, vous êtes déjà face à un public, même s'il n'y a pas de public présentement. Mais quand vous faites les répétitions, justement, ça vous permet déjà de jouer au niveau de la voix, quand on doit improviser, tous ces choses. C'est un très bon exercice par rapport à ces émotions également. De braver l'autre, quoi, l'adversité, etc. Et ça libère aussi ses énergies. Alors, Monsieur Richard Osoma-Lemois, moi j'ai une question concernant, je sais que vous faites beaucoup de choses, on va essayer de tenir le timing. Il y a une cause qui vous tient énormément à cœur, c'est le regard sur le handicap. Je sais que vous avez mis en place tout un agenda de conférences, justement, regard sur le handicap, qui ont démarré au 1er janvier 2024 par rapport ça a démarré par rapport à la journée du handicap, la journée mondiale du handicap qui a démarré le 3 décembre 2023, si mes souvenirs sont bons. Et vous avez donc établi sur un an
des conférences avec diverses thématiques, justement, pour pouvoir sensibiliser toutes les personnes, justement, face au handicap, que ce soit le handicap physique et également le handicap invisible qu'on parle malheureusement trop peu aujourd'hui. D'où vous est venue, en fait, cette idée, justement, de faire ce type de conférence, parce que ça ne se fait pas énormément. Comment la réponse, elle est au début de l'émission. Ma formation de prêtre. De prêtre, c'est ça. C'est-à-dire cette volonté d'accompagner l'autre dans ses faiblesses, dans sa difficulté. Ce désir de charité, l'amour qu'on veut porter à l'autre. Le handicap, je ne l'ai pas vécu personnellement dans ma famille. Encore moins. Moi, si, je l'ai vécu personnellement dans ma famille, par ma femme. Voilà. C'est là où j'ai vécu, que je le vis au quotidien. C'est éprouvant. Maintenant, la personne qui a un handicap psychique, handicap physique, et aussi l'épuisement au travail et toutes les contraintes de la vie, a besoin d'accompagnement. Souvent, c'est des gens qui ne sont pas considérés. Exact. Parce qu'on dit, bah, tiens, de toute façon, elle ne changera pas. Elle est comme ça, voilà, on la laisse comme ça. Et du coup, on détourne le regard. Exact. Donc moi, je veux ramener ce regard vers l'autre. L'autre en difficulté a besoin de votre amour, de votre bonjour, de votre vous allez bien, de votre je peux vous aider, de votre n'hésitez pas à m'appeler. L'autre a besoin de ça. Ça va lui donner de la force parce qu'une personne de faiblesse a aussi des qualités. Aussi. Mais elle demande juste un peu du regard pour qu'elle puisse mettre ses qualités en eux. C'est pour ça, en France, par exemple, on a mis un certain nombre de dispositions pour renforcer les personnes vivant avec handicap, les adultes handicapés, etc., etc., les enfants autistes, etc. C'est dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y a énormément de mesures, je vous rejoins là-dessus, au niveau des personnes en situation de handicap, pour faciliter leur quotidien, même également des entreprises. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises, justement, qui mettent à disposition pour les employés. Il y en a aussi même qui engagent des personnes en situation de handicap, donc pour leur permettre justement l'insertion professionnelle et surtout sociale. Vous avez démarré justement ce programme de conférence, c'était au mois de mars avec Giovanna Valls, la sœur d'Emmanuel Valls, et c'était justement sur la thématique du sida. Donc ça, c'était la première des conférences. Ensuite, il va y avoir d'autres conférences qui sont planifiées tout au long de l'année. Il y en a une également sur l'autisme, il y en a une également sur le handicap invisible. Vous avez à peu près les dates que vous puissiez communiquer aux auditeurs? La prochaine conférence, ça sera ça devait être sur la drépanocytose, le 19 juin, à l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose. Mais nous, pour ce besoin de concilier le beau et le bon, c'est-à-dire le contenu et la forme, on a voulu aussi associer un certain nombre de partenaires engagés. Parce que notre action sur le handicap vise l'Afrique centrale. Parce qu'ici en France et en Europe, ils sont suffisamment avancés sur ces questions. Même si tout n'est pas résolu, au moins il y a des avancées significatives. Donc, par rapport à la directive de l'Union européenne de 2020, enjoignant aux auteurs des diasporas africaines présentes en Europe de faire toute activité culturelle utile pour influencer le développement dans leur pays. Et c'est pour ça que nous tournons notre regard sur le handicap vers l'Afrique, notamment l'Afrique centrale. Et donc, prochaine étape, c'est la drépanocytose, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose le 19 juin. Donc, on a associé un certain nombre de partenaires, mais qui ont du mal quand même à rentrer, à s'investir. Donc, du coup, nous allons le repousser. Ça sera pour le 30 août. La conférence sur la drépanocytose aura lieu le 30 août. Et après, il y aura la conférence sur l'autisme. Celui-là, c'est un peu plus loin. Ça sera au mois de novembre-décembre. C'est au mois de novembre, j'ai vérifié. Entre juin et juillet, et novembre, pardon, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des dessins de terrain. On va regarder nos malades à nous drépanocytaires, en l'occurrence que nous suivons. Aussi d'autres personnes en situation de handicap qui ont un problème de mobilité. On a prévu des voyages à Metz, par exemple. On a prévu aussi un autre voyage à Limoges pour voir nos malades. Parce que moi, mon action, c'est envers les personnes. Alors là, aujourd'hui, vous êtes au sein d'une association. Comment vous travaillez avec plusieurs associations justement qui œuvrent? Moi, je travaille avec des partenaires. Avec des partenaires, d'accord. C'est un engagement d'auteur, un écrivain humaniste. C'est toute une entreprise en fait. Ah oui, c'est pour ça qu'il est important de préciser aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, parce que pour certains et certaines,
auteur engagé, humaniste, on s'y perd un petit peu. Oui, voilà. Donc on a l'impression, pour moi, vous étiez au sein d'une association. C'est tout simple. Alors expliquez, vous allez nous des expliquer. Associations qui sont des institutions groupées. Un auteur humaniste, c'est un acteur, c'est en droit, c'est un peu l'entreprise unipersonnelle. D'accord. C'est une entreprise à employé unique. D'accord. Qui est le patron. Et après, il a des partenaires avec les banques, d'autres associations. Avec les autres associations, institutions, d'accord. Voilà. Donc, l'auteur humaniste, c'est une entreprise à lui tout seul. D'accord. Voilà. Et c'est comme une entreprise qui a un seul patron. Oui, c'est considéré comme une entreprise individuelle. Exactement. Avec un seul patron. D'accord. Des partenaires, etc. Et ça sera reboosté maintenant en matière de capital de financement par la librairie. D'accord. Alors moi, j'ai une question parce qu'on va parler d'argent. Oui. Parce que c'est important de parler d'argent justement quand on est entrepreneur ou auteur humaniste. Donc vous travaillez avec différents partenaires pour pouvoir justement financer tous ces événements, parce qu'il y a toute une longue liste d'événements que vous allez organiser là. Quelles difficultés vous rencontrez au niveau des finances ? Parce que là, justement, vous deviez organiser le mercredi 19 juin, dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose, une conférence exposition, qui a été reportée pour faute de moyens financiers, parce que justement, les partenaires n'ont pas suivi financièrement parlant. C'est l'une des problématiques que vous rencontrez aujourd'hui en tant qu'entreprise individuelle. Oui, voilà. Et c'est pour ça, donc c'est l'une des difficultés, parce que c'est de l'humanisme, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on fait pour aider les gens à titre gratuit. Donc, on n'a pas un bénéfice net. Et donc, du coup, les partenaires, certains partenaires sont enclins au bénéfice. Oui. Donc, ils regardent le bilan dépensé, qu'est-ce que je vais gagner. Voilà. Et donc, du coup, on nous renvoie vers les institutions classiques. Or, depuis la démocratie en Afrique, depuis les années 2000 surtout, l'Union européenne et l'UNESCO, etc., eux, ils ont changé leur logiciel. Eux, ils n'aident plus les États africains. D'accord. Ils les aident dans le cadre des ambassades. On appelle ça coopération multilatérale. Multilatérale. À l'UNESCO, tous les pays des Nations Unies, les 193, sont représentés. Ils ont des ambassadeurs. C'est la coopération multilatérale. Tous les pays du monde ont des ambassades en France. C'est la coopération bilatérale. Donc, eux, ils aident les gouvernants dans des projets beaucoup plus compliqués. Maintenant, tout ce qui est développement personnel, on fait confiance aux associations, aux fondations et aux écrivains engagés. Et aux écrivains engagés. Donc, c'est là, à ce moment-là, c'est dans ce cadre-là que vous intervenez, en fait, que vous exercez. Donc, du coup, quand on fait des conférences, toutes les conférences n'ont pas les mêmes formats. Exact. Parce que ça dépend du nombre de publics, du thème qui est lancé. De la thématique. Et du contexte. Alors là, par exemple, c'est un contexte qui est très important parce qu'au Congo-Brazzaville, la question de la drépanocytose a été prise au sérieux depuis 2009. Grâce à l'action de la première dame du Congo qui a été nommée ambassadrice de la drépanocytose en Afrique centrale. Et la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, a réussi avec Madame Viviane Wade, la première dame du Sénégal, à porter la drépanocytose comme préoccupation majeure de santé publique au niveau de l'OMS. Oui, voilà les deux premières dames qui ont fait des actions notoires. Et depuis, l'OMS a demandé à ce que les pays africains les plus touchés par la maladie prennent ce qu'on appelle des programmes prioritaires pour soigner la maladie. Sauf que cet aspect-là n'est pas exécuté. Et c'est là où nous, auteurs engagés, on intervient pour rappeler au gouvernement, c'est un peu le volet politique dont vous parlez. Justement. Et c'est là où maintenant nous, auteurs engagés, humains, nous intervenons pour rappeler au gouvernement, attention, l'OMS est prêt à donner de l'argent pour pouvoir soigner les malades drépanocytaires autrement, y compris les 6 malades graves en Afrique noire. Le sida, la drépanocytose, la tuberculose, la fièvre typhoïde, la fièvre jaune et puis une autre maladie que j'ai oubliée. Voilà, donc nous rappelons cela. Et après, d'où l'important de faire la conférence, parce que les conférences, c'est la sensibilisation. Et la première arme pour lutter contre une maladie de longue durée ou les maladies chroniques comme le sida, la drépanocytose, le paludisme, c'est la prévention. Maintenant, la prévention, c'est du blabla, c'est des paroles. Et donc nous, les gens après, les familles aujourd'hui souffrent du fait que, ok, on sait ce que c'est que la drépanocytose, mais on n'a rien pour soigner la maladie. Et c'est là où nous disons, la tendance a changé. La médecine a évolué, il y a eu des 40 expériences ces dernières années qui mettent en valeur des thérapies nouvelles.
Ça, il faut payer et c'est aux États de payer. Ce n'est pas à nous, auteurs engagés. Donc nous rappelons aux États de payer cela, mais c'est nous qui leur expliquons le programme. Voilà, pour soigner la drépanocytose, il faut plutôt faire ça, en complément de ce qui existe déjà. Parce qu'en Afrique, la drépanocytose n'est soignée qu'avec des remèdes des années 90. Ah oui, nous sommes en 2024. Oui, alors que le traitement curatif, c'est ce qu'on appelle la greffe de moelle osseuse. En Afrique, il n'y a que 2 pays qui le pratiquent, l'Afrique du Sud et le Maroc. Et en plus, la greffe n'est pas compatible à tous les organismes. Il faut avoir un certain âge, il faut être très... Il y a plein de critères, effectivement. Voilà. Les Antilles, ça va, les Antilles françaises, ça va, parce que c'est déjà la France. Exact. On les a classés parmi les maladies de longue durée et du coup, les personnes ont des protocoles de soins appropriés. Et grâce à notre action de drépanocytose, en partenariat avec d'autres associations de terrain, ici en France, on a obtenu en 2020 le dépistage prénatal en France de tout enfant noir ou métis. D'accord. Donc moi, par exemple, si demain ma femme accouche, et on va lui prélever le sang, vérifier tout de suite si elle a la drépanocytose. Si elle a la drépanocytose. Quelque chose de gagné. Avant, on attendait que l'enfant ait 7 ans pour que la manifestation arrive. Ce qui fait qu'au Cameroun, les enfants meurent à partir de 9 ans. Parce que la drépanocytose a déjà rongé le corps et ça empêche sa croissance. En fait, c'est un vrai débat. Donc voilà, notre volet un peu politique, c'est cela. Donc nous poussons les gouvernants par les conférences, qui est la sensibilisation, plus les idées, nous portons pour le protocole de soins, en complément de ce qui existe déjà dans les ministères de santé, etc., pour qu'on puisse prendre vraiment soigner. Au Congo, par exemple, il y a 1 500 000 personnes qui sont atteintes de la drépanocytose et 500 000 cas graves. 500 000, c'est traitable. Avec la nouvelle médecine qu'on a, avec les nouvelles technologies. Oui, mais avec les nouvelles technologies qui sont basées ici en Europe. Donc oui, mais justement, les ministères de santé doivent investir dans la recherche médicale. C'est-à-dire, au lieu de former... Au Congo, par exemple, chaque année, il y a eu un contrat avec le Cuba. On fait rentrer du pays 200 médecins qui ont été formés à Cuba. Mais sur les 200, 150 sont des généralistes. Comment veux-tu soigner le paludisme par un médecin généraliste? Ça ne tient plus. Or, les médecins généralistes, on en avait besoin pendant les années 70. Maintenant là, la médecine est suffisamment évoluée, les filières sont suffisamment évoluées, donc il faut spécialiser des gens dans la connaissance des maladies tropicales. Et c'est ce que nous, écrivains engagés, disons au gouvernement. C'est ce que vous faites. Donc nous travaillons aussi avec les facultés de médecine en Afrique pour qu'on encourage les étudiants à choisir ces spécialités-là. Plutôt que de faire médecine générale. Parce qu'en Afrique, un médecin, c'est un médecin, il soigne tout le monde. Pour un paysan au village, c'est ça. C'est un docteur, oui. J'ai mal à la dent. Il va te dire, je ne suis pas dentiste. Le villageois ne va pas accepter. Il va dire, mais vous êtes docteur ou pas? Donc pour lui, un docteur, c'est ce qui soigne tout. C'est ce qui soigne tout. C'est pour ça qu'il fait que dans la culture des Africains, c'est ça aussi, il faut être généraliste pour pouvoir toucher un peu à tout. Alors que non, la médecine a changé. Il faut plutôt se former selon les besoins locaux. Et c'est ce que l'UNESCO demande aux pays africains. Et c'est ce que nous, écrivains engagés, avec nos partenaires politiques, rappelons. D'accord. Alors, on va revenir là-dessus. On va faire une courte pause publicitaire et on va revenir sur ce volet qui est très, très, très intéressant. Sylvain, dit oui dit, le Stéphanois et ses enfants vous convient aux vacances parties le samedi 22 juin de 20h à l'aube avec en spectacle Luc Daniel, Gladys Cabarrus et Syl Dangeros. Au platine, Mix Fly P et Gigi Roberto. PAF, 30 € plus une conso repas plus soirée ou 20 € plus une conso soirée Zucker avant 23h. Vacances Line 06 75 31 89 56. Samedi 22 juin, nous tout capri l'espace KS 104 rue Paul Vaillant, Couturier 93 130, Noisy-le-Sec. Au moment de souscrire une assurance, de prendre un crédit ou encore d'investir dans la finance, soyez vigilants. Vous engagez votre patrimoine. Assurez-vous que le professionnel avec qui vous allez traiter est inscrit à l'ORIAS, le registre officiel des intermédiaires en finance, banque et assurance. Qu'il soit courtier en assurance ou en crédit, mandataire, agent d'assurance, conseiller en investissement financier ou qu'il s'agisse d'une cagnotte en ligne, le numéro ORIAS assure que le professionnel a l'autorisation d'exercer.
Renseignez-vous sur le site orias.fr. Z-Style, Charlie CDKM vous invite à prendre le temps d'écouter le premier extrait de son album à venir avec le titre Maman Flo. À travers ce titre, il rend un vibrant hommage à sa mère, Maman Flo, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Restez connectés. Oui! Wow! Mes vacances, le DJ Denis des soirées Caline organise le dimanche 11 août à partir de 12h le grand midi minuit à volonté BBQ party grillade et tout ça à l'espace Caline Port-Blanc Gosier à côté de l'école. Prix d'entrée 25 € avec une consommation grillade à volonté. Infolette 06 12 92 30 31 à Alexandre 06 90 85 20 13. Alors pas oublier ça, le dimanche 11 août, le grand rendez-vous à l'espace Caline Port-Blanc Gosier. Ah bien ça, DJ Danica Tanzot à partir de midi jusqu'à minuit. Et ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard, on n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Et bah quoi, c'est vrai. Bah j'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo, j'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, ça pensait à s'arrêter. Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Ouais, écoutez ça bien. Attention, tout nouveau du côté du Gosier, l'espace Caline. Oui, l'espace Caline pour tous vos événements, soirées, déjeuners, champêtres, mariages. Tout ça ouvré, il suffit de composer le 06 12 92 30 31 et au cas crier l'espace Caline. L'espace Caline, c'est le nouveau lieu de divertissement à Port-Blanc-Gosier, à côté à l'école là. Oubliez ça, 06 12 92 30 31. Résidence Agnelle, vos vacances à Sainte-Anne en Guadeloupe. La mer bleu azur, le soleil, la plage. Ce lieu magique est idéalement situé à proximité des plus belles plages. Pour votre confort, salon, salle à manger, terrasse et 3 chambres climatisées. Infos et réservations au 07 86 72 85 84. 07 86 72 85 84. Par mail, contact résidenceagnelle@gmail.com. Alors bienvenue, nous nous retrouvons après cette courte page publicitaire avec mon invité, donc Richard Ossomal et moi, toujours dans notre émission Les Audacieux. N'hésitez pas à partager donc l'émission en live. Je rappelle le numéro si vous souhaitez justement interagir avec notre invité. Donc c'est le 09 54 00 75 29 ou le 01 43 97 69 28. Alors juste avant la page publicitaire, Monsieur Richard Ossomal et moi nous parlait justement de la lutte contre la drépanocytose en tant qu'auteur engagé et on va dire les problématiques qu'il rencontrait avec les différentes institutions, même si aujourd'hui la drépanocytose, vous êtes vraiment engagé par rapport à votre pays d'origine, le Congo-Brazzaville, parce qu'il y a énormément de drépanocytaires en Afrique centrale, précisément au Congo. Vous avez le soutien de la Première Dame qui est très engagée aussi au niveau de cette lutte, mais quelles sont, moi j'aimerais avoir en fait vos difficultés réelles parce que vous faites des conférences ici en France, Regard sur le handicap. Il devait y avoir la conférence qui a été reportée. Au niveau des structures de votre pays, quand vous faites vos conférences, ensuite c'est directement envoyé au Congo. Comment ça se passe en fait? Parce qu'il faut qu'il y ait un suivi. Comment ils peuvent voir que vous êtes vraiment engagé ici en France? Je suis partenaire avec Télé Congo, la chaîne nationale du Congo. Donc toutes les conférences que je fais en matière de drépanocytose sont transmises
à la télévision nationale pendant les heures de grande écoute. C'est ça le volet sensibilisation. D'accord. La première arme, c'est donner de l'information. Maintenant, deuxièmement, l'objectif des conférences, son impact au Congo, c'est quoi? C'est que nous préparons un document qui s'appelle Programme national de lutte contre la drépanocytose, que j'ai soumis à la première dame du Congo. Elle ne l'a pas encore eu personnellement. C'est entre les mains de son entourage. J'espère qu'elle va l'avoir, mais sinon, on a d'autres personnes qui vont le lui procurer. Ça, c'est un. Deux, le ministère de la Santé est saisi, notamment le directeur général des soins et des hôpitaux du Congo-Brazzaville, qui est favorable à ce document. Et enfin, tous les partenaires de développement, le ministère congolais de la femme, j'ai la chance parce que c'est quelqu'un de la famille. Mais du coup, vous travaillez quand même avec... Vous avez beaucoup d'interlocuteurs. C'est ça le côté politique, entre guillemets. Voilà. Parce que la drépanocytose, c'est comme le sida. Ça se gagne par la politique, ça se soigne par la politique. Parce que nous avons des petits bras. Mais avec nos petits bras, on ne pourra pas soigner 500 000 personnes qui sont atteintes de formes sévères de la drépanocytose. Oui, parce qu'il y a différentes formes en plus. Et la drépanocytose, ce n'est pas seulement l'anémie, ce n'est pas seulement l'ulcère, il y a aussi des formes plus graves qu'on appelle la trisomie 21. Trisomie 21, exactement. Voilà, c'est des conséquences de la drépanocytose, la trisomie 21. Donc, notre document, d'après notre calendrier, cette année, on fait des conférences sur le handicap. Et l'année prochaine, on va faire le tour du Congo-Brazzaville pour expliquer les dangers de la drépanocytose et la nécessité pour le gouvernement de mettre en place un programme de soins. Et j'ai aussi un autre partenaire, quelques députés du Congo, donc qui doivent porter, en 2020, c'était Madame Mensa Sassou Nguesso, qui est la fille du président de la République, qui est une amie d'abord, et en plus, elle a le document dans les mains. Ah, ça aide quand même d'avoir dans son entourage des personnes qui sont dans le domaine politique. Voilà. Ça facilite quand même les relations. En plus, elle a complété le document en obtenant ce qu'on appelle protocole parlementaire. C'est-à-dire les députés du Congo ont ordonné au gouvernement de signer un arrêté pour adopter ce protocole de soins. Je vais vous dire en deux secondes là, quel est le contenu de ce protocole de soins. 1. Dépistage précoce des enfants. 2. Prise en charge des personnes drépanocytées aux urgences. De 15 jours, on le réduit à 4 jours. Parce qu'il y a eu des tâtonnements quand quelqu'un est malade, qui fait une crise hématique, c'est-à-dire les crises de drépano, ça ressemble à de l'épilepsie. Mais ce n'est pas des crises d'épilepsie, c'est des crises respiratoires. C'est respiratoire. On ne peut pas attendre 15 jours avant de l'hospitaliser. Parce qu'ils t'attendent, vu qu'il n'y a pas la banque de sang, il n'y a pas des poches de sang. La banque existe, mais il n'y a pas des poches. Donc il faut attendre que le Cameroun nous livre des banques de sang, ou encore la RDC. Oui, de l'autre côté. De l'autre côté. Exactement. Donc tout ça, le patient, qu'est-ce qu'il fait? Surtout s'il est d'une famille pauvre. Ben, c'est ce que pour ça le taux de mortalité poser, reste élevé. Dans notre protocole de soins, nous renforçons la banque de sang en poche, pas en théorie. La structure existe, le bâtiment existe, etc. Les frigos sont vides, les congélateurs sont vides. Et je suis partenaire avec l'établissement français de sang qui me fournit tous ces matériels-là d'analyse sanguine avec 18 paramètres. Donc, on te pique, on prélève une goutte de sang, tout de suite on peut savoir s'il y a la drépanocytose, il y a le sida, il y a le paludisme, tout de suite. Donc ça fait un gain de temps en 5 minutes. Alors qu'aujourd'hui au Congo-Brazzaville, on te prélève le sang à cet hôpital de Noiselle, on l'envoie à l'hôpital de Paris, il faut attendre 15 jours. Mais la personne... Entre-temps, oui, son état peut se dégrader. Donc voilà un peu le contenu de ce programme. Donc les parlementaires qui sont partenaires avec moi, ils m'ont dit, ça, on peut le faire directement par voie réglementaire. C'est pour ça que je suis avec le directeur des hôpitaux et le ministère de la Santé pour qu'on leur explique d'abord l'important et après, ils vont nous signer un arrêté. Que voilà, dorénavant, dans tous les hôpitaux, un malade drépanocytaire, voilà ce qu'il faut faire, voilà le protocole qu'il faut adopter. Il ne faut pas l'emmener dans le paludisme, il n'a pas le paludisme. Il ne faut pas l'amener dans le sida, il n'a pas le VIH. Même s'il y a des symptômes qui semblent être semblables à ceux du VIH ou de la Covid. Et il y a eu même des gens qui sont morts pendant la Covid. Durant la Covid. On a dit que coronavirus, alors que c'était la drépanocytose. C'était la drépanocytose. Donc voilà le protocole de ce. Donc ça, c'est un gain de temps pour les urgences. Et du coup, c'est toute une chaîne. On va aller jusqu'à la faculté de médecine pour que les étudiants
choisissent les maladies tropicales. Alors, du coup, vous avez entendu les étudiants là, qui sont au Congo-Brazzaville. Vous devez choisir l'option maladie tropicale. Il y en a, c'est des maladies respiratoires, tout ce qui est des maladies infectiologues, le paludisme et la connaissance approfondie. Parce que la drépanocytose a la même cause que le paludisme, c'est le moucheté. Exact. Mais sauf que pour la drépano, ça croquait jusqu'à l'os. Donc, du coup, le sang est pourri depuis les parents. Et quand les parents mettent au monde un enfant, ils lui transmettent ça. Ils transmettent directement, oui, c'est à la naissance. Alors, on va revenir sur votre agenda littéraire, Richard. Concernant, je sais que vous avez 3 événements aussi qui sont planifiés dans votre agenda. Il y a une cérémonie qui s'appelle Destin de chef, c'est bien cela, qui aura lieu au mois de septembre, je crois, fin septembre, qui va récompenser... le 21 septembre. Le 21 septembre, qui va récompenser donc des femmes chefs. Oui, les femmes chefs. Des femmes leaders, des femmes chefs. Oui. Voilà. Ça sera la 2e édition qui va passer sur Paris. Oui. D'accord. Vous voulez nous en dire un peu plus sur cette cérémonie? Destin de chef. C'est la valorisation, c'est le sens de mon engagement humaniste, promotion des droits des femmes et autonomisation des femmes. L'Afrique est confrontée à un seul défi aujourd'hui, c'est le développement. Or, le développement marche sur 2 jambes. Les hommes, les acteurs masculins, les femmes, les acteurs féminins. En Afrique noire, la femme est minimisée à cause du poids de la tradition. Et nous, en tant qu'humanistes, nous voulons revaloriser les femmes, que les femmes cessent d'être des cosmétiques dans la société, à travers le micro-commerce, à travers les associations qui font que des slogans. Les femmes ont des ressources, elles portent la vie et elles ont aussi des compétences. D'après le rapport de l'OCDE de 2022, 91% des produits vivriers produits en Afrique proviennent des femmes. Et tous les métiers de l'artisanat et des services sont remplis par les femmes. Sauf que les femmes manquent là où il y a des décisions. Les femmes sont ministres, certes, au Congo, mais elles sont ministres des associations, elles sont ministres, pas des ministres forts, c'est-à-dire là où on prend des décisions. Et Destin de chef, justement, vise à rappeler que les femmes ont un pouvoir. La femme, c'est le pouvoir, la réussite, l'argent, le succès. Ce que veut la femme, Dieu le veut. Vous pouvez répéter la partie là où vous dites les femmes, c'est le pouvoir. C'est ce que j'ai dit dans mon livre. Il faut encore le répéter aux auditeurs, s'il vous plaît, qui nous suivent, là, surtout les hommes. Là. Alors, les femmes, c'est le pouvoir. L'importance de la femme. La femme porte la société, hormis le fait qu'elle porte la vie. Parce que la femme, c'est le pouvoir, l'argent, le succès, la tranquillité. Comprendre la femme, c'est amener la société vers l'avant, amener sa maison vers qui tient la maison, c'est la femme. Qui tient la société, ce n'est pas les hommes, c'est la femme. Les hommes cherchent, mais c'est la femme qui canalise. Les femmes savent le désir d'avenir mieux que les hommes. Voilà pourquoi, pour aller de l'avant, il faut 2 jambes, les hommes et la femme. Et donc, Destin de chef vise à rappeler dans nos sociétés africaines contemporaines la place de la femme dans la société. Donc, nous prenons les femmes qui sont dans le tertiaire, dans le secondaire, dans tout ce qu'elles font qui impacte sur leur environnement. La communication, comme fait notre chère Cathy, les femmes qui sont dans le tertiaire, dans les banques par exemple, qui créent leur agence d'assurance ou agence de commission, d'intermédiaire, etc. Les femmes aussi qui font le métier de la main, l'artisanat. Elles créent des sacs, des vêtements, etc. Donc toutes ces femmes-là, on a aussi des femmes engagées. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes en France sont au gouvernement. Les femmes d'origine noire sont députées, les femmes d'origine noire. Et j'ai même des amis qui ont été candidates hier à l'élection européenne. Je veux rendre hommage à Liliane Saki, originaire de la Côte d'Ivoire, qui est conseillère à la mairie de Sevron. Elle a candidaté et courage à elle pour son engagement. Voilà les femmes. Donc nous allons récompenser un certain nombre de femmes. Quand on dit femmes chefs, ce n'est qu'un symbole, ces femmes-là, représentatives. C'est qu'un symbole. Elles représentent toutes ces femmes-là qui veulent impacter la société aujourd'hui parce qu'on a ce besoin-là, ce désir-là de créativité, d'aller de l'avant et de reconnaissance par la douceur et la tranquillité, la richesse que porte la femme. Alors on va donc ça sera une conférence gala. On va faire 2 formats fusionnés. Conférence pour expliquer le thème du jour, faire passer les femmes des Nations Unies qui vont intervenir, notamment Madame la docteure Valérie Massumboko. Elle est belge, mais d'origine burundaise. Elle a été prise des Nations Unies pour l'égalité
et genre l'année 2023 passée. Donc elle sera là avec les femmes de l'UNESCO et de Belgique et aussi de Suisse Karima, qui est très engagée dans la lutte contre la drépanocytose aussi pour l'assistance des personnes en situation précaire qui sont exploitées dans le travail en Suisse et en Belgique parce qu'elles sont handicapées. Parce qu'elles sont donc maintenant, les patrons les utilisent comme femmes de ménage, mais sans les payer. Et d'autres dans les hôtelleries sans le payer. Avec des quotas faits 18 chambres en 1 heure. Oui, dans des conditions en plus. Voilà, pour des pays développés, quand même, c'est quand même étonnant. Donc tout ça, c'est de l'exploitation des femmes à cause justement de leur faiblesse. Voilà. Donc ce sont ces femmes-là qui seront récompensées. Et après, il y aura un défilé. Toutes ces femmes-là qui font quelque chose de bien en matière de mode, des femmes créatrices par exemple, donc elles auront des stands et nous avons des ambassadrices, des mannequins si vous voulez, qui vont défiler avec leur création, leur modèle, pour montrer que voilà, les femmes aujourd'hui incarnent, c'est la ligne de ma librairie. Donc tout ça c'est lié, c'est les Africains mondialisés. Voilà, ces femmes mondialisées. D'accord. Qui transmettent quelque chose. En tout cas, c'est un très bel hommage, très bel honneur pour toutes ces femmes. Tout cela, comme je vous ai dit, c'est lié avec la ligne de ma librairie. C'est aussi dans mes livres. Mon dernier livre, c'est un roman qui sort cet été. Le titre, c'est « Ma future ex-femme ». D'accord. Donc, qui raconte sa créativité et son besoin de vivre. Et elle demande le divorce parce qu'elle veut revivre. Donc, du coup, elle sera ma future ex-femme. Ma future ex-femme. Puisqu'on va divorcer. Donc, une fois qu'on a divorcé, elle sera mon ex-femme. D'accord, effectivement. Et comme on n'est pas encore divorcé, on est en procédure. Donc, ça sera ma future ex-femme. D'accord. Alors, pour le destin de Chez, donc ça sera le 21 septembre, donc n'oubliez pas. Et ça sera 48. C'est dans quelle... L'adresse est 48 rue du Faubourg Saint-Denis, c'est dans le 10e. Dans le 10e arrondissement. Juste à côté de la mairie du 10e. D'accord, de toute façon, il y aura les informations directement sur la page de Richard. N'hésitez pas à rentrer en contact avec lui. Par rapport justement à l'autonomisation des femmes, la promotion des femmes, vous avez beaucoup parlé justement que la femme est pouvoir. La femme africaine a un rôle très 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 important. Elle est synonyme de paix, de transmission. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez vraiment, on ne va pas durer trop longtemps parce qu'on a très peu de temps, que la femme africaine aujourd'hui, elle a vraiment sa place dans cette société, on va dire, de mondialisation? Je vous réponds en 2 minutes. Oui, en 2 minutes et sur 2 volets. Ouais. Aujourd'hui, la femme africaine, c'est ce que j'ai dit dans mon livre, fresque congolaise, consacrée à la première dame du Congo et à toutes les premières dames que le Congo a connues. D'accord? Et la première dame du Congo a poussé un coup de colère. Et c'est ça qui a déclenché que j'écrive sur elle. Elle a dit, c'était juste après la mort de Nelson Mandela. Une conférence pour la paix en Afrique. Le Congo a été invité et les présidents, généralement quand ils se déplacent, parfois, ils ramènent leurs épouses. Exact. Et dans la tradition de la diplomatie, lorsque les présidents, les chefs d'État se rencontrent, si certaines amènent leurs épouses, les femmes aussi des présidents font leur mini-conférence. Souvent, ce n'est pas vulgarisé. C'est tout le temps comme ça. D'accord. Donc, elles avaient fait leur mini-conférence. C'était au Maroc, hein, la fête pour Nelson Mandela, mais on l'a fait au Maroc pour des raisons de sécurité. Et c'est là où elle a poussé un cri et elle a dit, nous parlons de guerre, de paix, de développement. Est-ce que nous, les femmes, nous sommes associées? Non. C'est vrai. Et pourtant, nous sommes les femmes des présidents. Mais nous ne sommes même pas associés. Alors qu'il y a la guerre, c'est quoi? Quand il y a la guerre, qui sont les premiers à être touchés? Ce sont des femmes et des enfants. Parce qu'il faut qu'elles fuient. Elles vont aller où? Il y a des armes, et puis les militaires ou les miliciens qui font des affrontements profitent pour aller piller des maisons, faire subir des traitements dégradants aux femmes. C'est des personnes vulnérables. Donc elle a dit, les femmes, vous êtes bien, vous êtes des enseignants, des médecins, ça c'est bien. En Afrique, rentrer dans la politique, c'est là où se prennent les décisions. C'est vrai. Donc si vous restez médecin, enseignant, commerçant, c'est bien pour vous. Mais vous subirez le poids de l'histoire. Donc l'autonomisation de la femme, ça vient de là. Donc les femmes au Congo-Brazzaville commencent à être impactées. Nous avons une femme ministre de la promotion de la femme depuis 2016. Elle a porté une loi qu'on appelle lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui au Congo,
c'est sanctionner les violences faites aux femmes. La loi, elle est sortie en 2022, le 4 mai 2022. Et j'ai un livre là-dessus aussi qui s'appelle « Réponse aux violences faites aux femmes » et qui est déjà en finalisation. La ministre Inès Nefer-Berti-Ingani. Voilà le titre de l'ouvrage. « Violences faites aux femmes », la ministre Inès Berti-Ingani. Et voilà. Et le Congo-Brazzaville devient le 2e pays à avoir une loi cadre contre les violences faites aux femmes après l'Afrique du Sud. Il n'y a que 2 pays en Afrique. Il n'y a que 2 pays en Afrique. Qui ont la loi comme en France ici. Oui. Vous giflez votre femme, vous passez en garde à vue d'abord, et après, etc. Au Congo, c'est maintenant comme ça. C'est important de le dire parce qu'il y a très peu de personnes qui voilà, sont donc pourquoi? Parce qu'elle a pris la mesure de la situation et elle est aussi membre du bureau politique du parti congolais du travail, le parti au pouvoir. Donc, même si dans le parti, on fait des magouilles, elle est là-dedans. Voilà la place de la femme. Donc, les femmes au Congo, oui, mais elle a su s'imposer aussi. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Au niveau du développement personnel, en rapport avec ma ligne de la librairie, nous avons des femmes qui créent des boutiques de cosmétiques, des sociétés d'opticiens pour les lunettes, etc. Ça, c'est nouveau depuis déjà 2015. Ça existe au Congo. Les femmes se spécialisent dans le tertiaire, mais un tertiaire d'un nouveau genre. Maintenant, et dans mon livre Attrape et farce du monarque au Congo, qui est un essai, et là maintenant j'encourage les femmes à faire ce qu'on appelle des métiers des banques et des assurances. Parce que la femme la plus riche de l'Afrique, c'est Isabelle Dos Santos, qui est une amie, c'est la fille de l'ancien président angolais. D'accord. Et elle a commencé comme tout le monde, hein, les malversations, les détournements, etc. Mais elle a fait une formation et elle s'est spécialisée dans les banques, l'immobilier. Donc, tout son argent qu'elle a eu par des voies un peu douteuses, elle les a reconvertis en des banques, en des sociétés de communication, une espèce de blanchiment, quoi. Et aujourd'hui, elle est exempte. Son papa est décédé, le président angolais, mais elle n'est pas poursuivie. Parce qu'elle a réussi à s'imposer dans le tertiaire, mais d'un nouveau genre. Aujourd'hui, c'est la première femme la plus riche d'Afrique. Elle a détrôné la Nigériane, Madame Owaya. D'accord. Oui, parce que je pensais que c'était la Nigériane, la femme la plus riche d'Afrique. Donc maintenant, c'est Isabelle Dos Santos, l'angolaise, la fille aînée du président, de l'ancien président angolais. Grâce à sa conversion dans le tertiaire, mais un tertiaire d'un nouveau genre. Les banques, les assurances, l'immobilier, l'agroalimentaire. C'est vrai qu'il y a très peu de femmes dans le secteur tertiaire. Et c'est ce que je disais, le développement passe par 2 jambes, les hommes et les femmes. Donc les femmes voient mieux l'avenir, tout autant que les hommes, mais les femmes voient mieux. À la maison, qui est-ce qui s'inquiète de l'avenir? La femme. Parce que c'est elle qui tient la main, elle sait les besoins de la maison. L'homme, il est là pour chercher. Exact. Mais c'est la femme qui voit. Exact. Voilà, le chef du village ne voit pas le diable. C'est la femme qui voit le danger. Si on manque de provisions, si l'enfant a des difficultés, c'est la femme qui... Elle l'a porté. Elle porte la vie. Donc son ressenti, c'est une relation... Là, c'est un peu l'aspect métaphysique. C'est lié à ma formation de prêtre. Oui. C'est une relation particulière avec la nature. Le ressenti d'une femme, même quand on la trompe, même quand on la déçoit dans les relations humaines, elle a toujours ce ressenti parce qu'elle parle avec la nature. Exact. Mais l'homme, il a été mis pour chercher le bonheur. On dit à l'homme, va chercher bonheur. Va chercher bonheur. Voilà. D'accord. Alors, Richard Osoma, on va arriver à la fin de notre émission, mais j'aimerais quand même, malheureusement, on a très peu de temps. On a oublié de parler, vous avez un très grand projet au Congo-Brazzaville. Vous êtes en train de construire la maison de la femme, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la maison de la femme? C'est un projet que j'avais lancé le 17 mai 2020, ici à Paris, à l'ambassade du Congo. C'est un établissement public à caractère social, culturel, avec un centre de santé pour la mère et l'enfant. Il y a 3 volets. Il y a un pôle associatif pour accompagner les femmes. Les femmes victimes des violences. Les orphelines. Les femmes drépanocytaires qui ne sont pas bonnes candidates au mariage, selon l'imaginaire collectif qui procède par la discrimination. Donc toutes ces femmes-là qui pourtant ont des capacités, donc nous allons faire des ateliers de formation, etc. Ceux qui font des études, nous soutenons leurs études, mais dans cette structure-là, elles seront inscrites, répertoriées. Mais ce n'est pas les femmes du Congo, non, c'est les femmes d'une commune, Kintélé. Ah, d'une commune au Congo, oui, c'est ça, hein, d'accord. Par exemple, ici on est à Paris, les femmes parisiennes. Ok, j'ai compris. On va pas prendre toute la France, c'est compliqué à gérer. D'accord. Donc on commence d'abord par peu,
Et après, on verra, après 3 ans, on fait des programmes pour pouvoir l'étendre un petit peu. Mais alors, cette maison, justement, cette maison de la femme, il y a déjà un plan de construction ou c'est déjà encore en finition? Non, il y a le terrain déjà, le terrain est balisé. D'accord. Donc la construction va prendre quelques temps encore. D'accord. Mais aujourd'hui, comme je disais, on a des nouvelles technologies. Pour construire une maison, ça va vite. Ça peut aller vite. Hein. Voilà, oui. Il y a juste question des partenaires, d'accord? J'allais y revenir là, les partenaires parce que notre premier financiers. partenaire, c'est la commune de Kintélé, c'est-à-dire la mairie de la localité. D'accord. La mairie, elle a accepté, mais elle ne marche pas avec nous, ça ne suit pas. Elle a fait la déclaration de principe le 17 janvier 2020 ici à Paris, pendant le lancement. Et après, sur place, sur le terrain, on leur a transmis le dossier. Il y a même le poulon et la maquette de la maison. Tout a été transmis à la localité de Kintélé. Le conseil municipal réchine à appliquer le projet. Donc du coup, nous utilisons d'autres partenaires pour pouvoir... là, on a des bons partenaires en perspective. La Suède. Donc là, vous avez encore beaucoup de... Oui, vous êtes vraiment corvéable là-dessus. C'est ça la force d'un auteur humaniste. Donc c'est à force de persuasion, des conférences, qu'on porte l'écho. Donc on a les Suédois, la Suède, c'est-à-dire les pays de la Scandinave, la Suède, la Norvège, la Finlande, c'est eux qui aident mieux l'Afrique à concurrence de 1,7% de leur PIB, contre la France qui aide l'Afrique à concurrence de 0,63%. Les chiffres sont précis. Hein. Voilà. Alors, on arrive à la fin de l'émission, on aurait pu encore continuer à parler parce que c'est vraiment très intéressant et vous avez beaucoup de choses à dire, mais sinon on va vous recevoir pour une autre émission parce que là, 1 heure c'est un petit peu court. Je vais vous laisser le mot de la fin. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux auditeurs et auditrices par rapport à tout ce que vous faites, toutes vos activités? On va essayer de faire court, il nous reste 1 minute. Merci à Knara Radio et Média Web. Et nous devons soutenir notre canal d'information. Nous, les écrivains, nous existons grâce à la radio. C'est par la radio qu'on nous connaît, on nous découvre et puis on sait ce qu'on fait. Donc merci beaucoup à la radio CNA et nous allons aussi vous penser toujours à vous soutenir à la limite de nos possibilités. Et à tous les auditeurs, écoutez souvent nos antennes et puis réveillez ou pensez à votre brin d'humanité qui est en vous. Choisissez votre partenaire pour aider, soit sida, soit drépanocytose, soit quelqu'un qui a une souffrance psychologique que les gens ne voient pas. Et c'est ça qui manque en ce moment dans nos sociétés qui deviennent de plus en plus violentes et de plus en plus indifférents les uns envers les autres. Alors, merci donc à notre invité Richard Haussmann et moi. Vraiment, nous avons passé un très bon moment. Je pense que les auditeurs et auditrices aussi. Je remercie toujours nos sponsors officiels, donc Sauerprendre, l'association La Grande Vigie et AGS. Et surtout, je remercie donc notre directeur de programme donc, qui assure tous les jours, tous les lundis en tout cas, dans le cadre de mon émission, la régie technique, donc Alain. Et on se retrouve donc prochainement pour une nouvelle émission des Audacieux. Vous continuez à partager le live et on se retrouve comme tous les lundis de 14h à 15h. Merci à vous et très bonne semaine à vous tous et toutes. Depois é madame,